Glisse-toi sous la couverture. Trouve l'endroit du matelas où ton dos s'enfonce sans résistance. L'endroit de l'oreiller où ta nuque trouve sa place. Le tissu de la couette qui retombe en douceur sur tes épaules. Tu n'as plus rien à porter ce soir. Tu n'as plus rien à organiser, plus rien à prévoir. La journée est finie. La nuit commence à s'installer autour de toi. Ce soir, tu vas voyager en arrière dans le temps, jusqu'à la limite où nos équations cessent de fonctionner. Tu vas remonter 13 milliards 800 millions d'années. Tu vas traverser les âges de l'univers à l'envers, étape par étape, en t'arrêtant à chaque ère pour regarder. Et tu vas finir par atteindre un mur. Un mur que la physique actuelle ne sait pas franchir. Et là, dans la pénombre de la connaissance, tu vas écouter ce que les théoriciens osent imaginer sur ce qu'il y avait peut-être de l'autre côté. Il n'y aura pas d'image définitive. Il n'y aura pas de certitude. Ce voyage est un voyage d'humilité, une promenade le long des frontières de ce que les hommes savent. Et c'est peut-être pour ça qu'il est apaisant. Parce que ce qu'il y a derrière le mur n'a pas besoin d'être tranché ce soir. Tu peux poser, simplement, à la lisière de ce qui se sait et de ce qui ne se sait pas, et regarder le paysage en silence. Tu commences par fermer les yeux. Et tu te laisses partir. Tu es ici, dans ton lit, le 20 mai 2026. Au dehors, peut-être que la nuit est claire, peut-être que des nuages couvrent le ciel. Peu importe. Au-dessus de l'atmosphère, à des milliers de kilomètres d'altitude, des satellites tournent en silence. À 150 millions de kilomètres, le soleil brille pour l'hémisphère opposé. À 4 années-lumière, la première étoile voisine, Proxima du Centaure, émet sa lumière rouge orangée que tu ne verras jamais depuis ta fenêtre, mais qui existe en ce moment même. Tu pars depuis là. Tu sors de ton lit, en imagination. Tu sors de la maison. Tu montes dans le ciel. Tu traverses l'atmosphère. Tu passes la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère. Tu atteins le vide spatial. Tu vois la Terre rétrécir derrière toi, un disque bleu et blanc, fragile, qui s'éloigne calmement. Tu poursuis ton ascension. La Lune apparaît, grise et silencieuse. Tu passes son orbite. Tu vois Mars au loin, ocre. Jupiter, immense, ses bandes nuageuses ocre et beige. Saturne et ses anneaux. Uranus, Neptune. Et au-delà, le vide qui s'étire jusqu'aux étoiles voisines. Tu prends de l'altitude encore. Tu vois la Voie lactée comme une galaxie spirale vue de profil, avec ses bras gracieux, ses 100 à 400 milliards d'étoiles. Notre galaxie. Un disque de 100 000 années-lumière de diamètre. Tu prends encore de l'altitude. Tu vois le groupe local, un petit amas d'une cinquantaine de galaxies dont la Voie lactée et Andromède sont les deux plus grosses. Tu vois le superamas de la Vierge. Tu vois l'Agnaceae, le grand superamas qui contient le nôtre, un océan de 100 000 galaxies réparties sur 500 millions d'années-lumière. Tu prends encore de l'altitude. Tu vois la toile cosmique. C'est le nom que les astrophysiciens donnent à la structure de l'univers à très grande échelle. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles forment des filaments, de longs cordons lumineux qui s'étirent sur des centaines de millions d'années-lumière, et qui s'entrecroisent en grands nœuds où s'accumulent les amas de galaxies. Entre les filaments, il y a des vides, d'immenses régions presque dépourvues de galaxies, certaines mesurant plus de 300 millions d'années-lumière de diamètre. Cette toile gigantesque, qui ressemble à une éponge tridimensionnelle ou à un cerveau cosmique, est la structure à plus grande échelle que nous connaissions. Au-delà, le motif se répète à peu près identique dans toutes les directions. L'univers, à très grande échelle, est étrangement uniforme. Cette uniformité est elle-même une énigme qu'il faudra expliquer en remontant le temps. Tu prends ta position dans cette toile. Tu te trouves quelque part sur un filament, près d'un nœud secondaire. Tu vois autour de toi des milliards de galaxies suspendues dans le vide noir. Et tu vas maintenant commencer à remonter le temps. Pour cela, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as qu'à regarder dans toutes les directions à la fois. Parce que regarder loin, dans l'univers, c'est regarder loin dans le passé. La lumière met du temps à voyager. Une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière de toi, tu la vois telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. Une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Et ainsi de suite, jusqu'aux limites du visible.
Tu commences donc à regarder de plus en plus loin. Et de plus en plus tôt. Aujourd'hui, l'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Et plus précisément, 13,797 milliards d'années, avec une incertitude de l'ordre de 20 millions d'années, l'une des mesures les plus précises de toute la cosmologie. Cette mesure provient de l'observation du fond diffus cosmologique par le satellite Planck, lancé par l'Agence spatiale européenne en 2009. Avant Planck, il y a eu WMAP, lancé en 2001 par la NASA. Avant WMAP, il y a eu COBE, lancé en 1989, dont les premiers résultats ont valu à John Maser et George Smoot le prix Nobel de 2006. Et tout en amont, en 1964, Arno Penzias et Robert Wilson ont découvert ce rayonnement par hasard, en cherchant l'origine d'un bruit parasite dans une antenne à Holmdel, dans le New Jersey. Ils ont eu le prix Nobel en 1978. Cette découverte a réécrit l'histoire de la cosmologie. Mais nous y reviendrons. Tu te concentres sur le voyage. Tu commences à remonter. L'aiguille du temps cosmique se met à tourner à l'envers. 1000 ans en arrière. 10 000 ans. 100 000 ans. 1 million d'années. À l'échelle cosmique, ce sont des durées négligeables. Rien n'a vraiment changé dans la grande structure de l'univers. La Voie lactée tournait déjà sur elle-même, Andromède aussi. Les amas de galaxies étaient là. La toile cosmique avait à peu près la forme actuelle. Tu poursuis ton ascension. 10 millions d'années en arrière. 100 millions. 1 milliard. Là, l'univers commence à devenir visiblement différent. Les galaxies sont plus rapprochées les unes des autres, l'expansion cosmique n'a pas encore eu le temps d'élargir leur distance mutuelle autant qu'aujourd'hui. Le rythme de formation d'étoiles est plus intense. Les supernovas s'allument plus souvent. Les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies sont en train d'avaler activement de la matière, et émettent des jets de rayonnement à des milliers d'années-lumière, c'est l'époque des quasars, les objets les plus brillants connus. Tu remontes encore. 3 milliards d'années en arrière. 5. 8. À 8 milliards d'années en arrière, c'est-à-dire un univers âgé d'environ 5 milliards 800 millions d'années, quelque chose d'étrange se produit. L'expansion de l'univers, qui jusque-là ralentissait sous l'effet de la gravité, commence à accélérer. C'est ce qu'on a découvert en 1998, en observant des supernovas lointaines de type Ia, des explosions stellaires dont on connaît très précisément la luminosité absolue, et qui servent donc de chandelle standard pour mesurer les distances cosmologiques. Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess ont reçu le prix Nobel de 2011 pour cette découverte. L'expansion accélère. Pourquoi? Personne ne le sait avec certitude. On a donné un nom à ce qui pousse l'univers à s'étirer de plus en plus vite, on l'appelle l'énergie sombre. Elle représenterait environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. La matière noire, cette autre matière invisible qui interagit gravitationnellement mais que personne n'a jamais détectée directement, représenterait 27%. Et la matière ordinaire, tout ce qui est fait d'atomes, donc toi, la Terre, le Soleil, les galaxies visibles, ne représente que 5%. Tout ce que tu vois dans le ciel, étoile par étoile, galaxie par galaxie, ce n'est qu'un 20e de ce qui existe. 95% de l'univers est composé de choses dont nous ne savons quasiment rien. C'est l'un des grands mystères ouverts de la cosmologie actuelle. Pour la matière noire, plusieurs candidats existent. Pendant longtemps, l'hypothèse favorite était celle des WAMPs, les particules massives à interaction faible, qui auraient été produites dans l'univers très chaud et auraient depuis dérivé sans presque jamais interagir avec la matière ordinaire. Des expériences souterraines, comme Zénon en Italie ou Lux aux États-Unis, ont cherché ces particules pendant des années sans succès convaincant. D'autres candidats sont les axions, des particules très légères proposées initialement pour résoudre un problème théorique de la chromodynamique quantique. D'autres encore sont les trous noirs primordiaux, des trous noirs minuscules qui se seraient formés dans le très jeune univers à partir des fluctuations de densité, sans avoir besoin d'étoiles pour s'effondrer. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée ni totalement exclue à ce jour. Pour l'énergie sombre, les options sont encore plus mystérieuses. La plus simple est la constante cosmologique d'Einstein, un terme constant qu'Einstein avait introduit puis retiré, et qu'il avait qualifié de sa plus grande erreur, mais qui réapparaît aujourd'hui comme l'explication la plus économique de l'accélération cosmique.
D'autres modèles invoquent un champ dynamique appelé quintessence, qui évoluerait avec le temps. La nature exacte de l'énergie sombre reste l'une des grandes interrogations qui occupent la cosmologie du XXIe siècle. Tu remontes encore 10 milliards d'années en arrière. 11. 12. À 12 milliards d'années en arrière, l'univers est encore une jeune galerie de galaxies en formation. Les premières grandes structures s'assemblent. Des protogalaxies entrent en collision et fusionnent. Des amas globulaires d'étoiles se forment. Certains de ces amas existent encore aujourd'hui, dans le halo de la Voie lactée, vieux de 12 à 13 milliards d'années, fossiles vivants de cette époque. Tu remontes au-delà. 13 milliards d'années. 13 milliards 300 millions. Tu approches d'un seuil important. Tu approches du moment où les toutes premières étoiles se sont allumées dans l'univers. On les appelle les étoiles de population 3. Elles sont nées entre 100 millions et 200 millions d'années après le Big Bang. C'est-à-dire un univers âgé d'environ 100 à 200 millions d'années, à 13 milliards 600 millions d'années avant aujourd'hui. Ces étoiles étaient particulières. Elles ne contenaient que de l'hydrogène et de l'hélium, les seuls éléments produits par le Big Bang. Et sans éléments plus lourds pour aider à dissiper la chaleur du nuage de gaz qui les formait, elles étaient probablement très massives, peut-être 100 fois, 1000 fois la masse du Soleil. Elles brûlaient leur carburant en quelques millions d'années, puis explosaient en supernova. Ces explosions ont dispersé dans l'espace les premiers éléments lourds, carbone, oxygène, azote, fer, fabriqués au cœur de ces étoiles pendant leur courte vie. Ces éléments sont devenus les briques de tout ce qui a suivi. Y compris toi. Tu n'as encore jamais vu d'image directe d'une étoile de population 3. Aucune n'a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, est conçu en partie pour traquer leur lumière fossile, la signature des premiers feux de l'univers. Tu remontes encore. 13 milliards 400 millions d'années en arrière. Avant que les premières étoiles ne s'allument, l'univers traversait une époque qu'on appelle l'âge sombre. Pendant quelques centaines de millions d'années, après le rayonnement de fond, il n'y avait plus aucune source de lumière. L'univers était empli d'hydrogène neutre, refroidi, qui ne produisait ni n'émettait de photons visibles. La seule lumière qui existait était le rayonnement résiduel du Big Bang, qui se refroidissait à mesure que l'univers s'étendait. C'est une époque de silence cosmique. Un univers qui se prépare, qui condense en douceur ses nuages de gaz par effet gravitationnel, sans rien éclairer encore. Et puis, quand les premières étoiles s'allument, leur rayonnement ultraviolet intense rayonnise progressivement l'hydrogène neutre, il arrache les électrons des atomes, et l'univers redevient un plasma transparent, traversé désormais par la lumière des étoiles. Cette période, appelée la rayonisation, s'étale entre 100 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. À la fin, l'univers est globalement transparent et brillant, comme nous le voyons encore aujourd'hui. Tu remontes plus haut encore. 13 milliards 600 millions d'années en arrière. Tu te rapproches d'un mur de lumière. Pas un mur métaphorique. Un vrai mur. Un mur de photons. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers entier était une boule de plasma chaud et opaque, à environ 3000 degrés. Les électrons étaient libres, pas encore capturés par les noyaux. Les photons rebondissaient sans cesse sur ces électrons libres. Chaque photon faisait quelques millimètres avant d'être dévié par une rencontre avec un électron. L'univers était opaque, comme l'intérieur d'un brouillard épais éclairé par du feu. Et puis, à 380 000 ans, la température est tombée juste en dessous de 3000 degrés. Les électrons se sont laissés capturer par les noyaux. Les premiers atomes neutres sont apparus, l'hydrogène et l'hélium. Cet événement s'appelle la recombinaison. Soudain, les photons ont pu voyager librement. Ils se sont libérés. Ils ont voyagé en ligne droite à travers l'univers en expansion. Et ils voyagent encore aujourd'hui, 13 milliards 800 millions d'années plus tard. Tu les vois venir vers toi de toutes les directions. Ils ont été émis quand l'univers avait à peu près le volume d'une grosse boîte par rapport à son volume actuel. Ils ont été étirés en longueur d'onde par l'expansion cosmique, d'un facteur 1000 environ. La lumière visible et infrarouge originelle est devenue micro-ondes. Aujourd'hui, leur température est de 2,7 Kelvin, environ -270 degrés Celsius. Mais ils sont bien là,
en provenance de toute la sphère qui t'entoure, à la profondeur cosmologique de 380 000 ans après le commencement. C'est le fond diffus cosmologique. Le CMB, dans le jargon des astrophysiciens, pour Cosmic Microwave Background. Le rayonnement le plus ancien que nous puissions voir. Tu te tiens sous ce rayonnement. Si tes yeux pouvaient voir les micro-ondes, tout le ciel autour de toi brillerait en ce moment d'une lueur uniforme, à peu près identique dans toutes les directions, à 2,7 Kelvin. Ce serait comme se trouver à l'intérieur d'une sphère lumineuse. La voûte cosmique entière serait éclairée. Tu serais enveloppé par un mur de photons en provenance du tout premier univers transparent. Et cette uniformité elle-même est étrange. Quand on regarde deux points opposés du ciel, l'un situé loin à l'est, l'autre loin à l'ouest, on regarde deux régions de l'univers qui, au moment de l'émission du fond diffus, étaient si éloignées l'une de l'autre qu'aucune information n'avait jamais pu voyager de l'une à l'autre. Aucune lumière, aucune particule, aucune onde. Et pourtant, elles ont la même température, à quelques 100 millièmes près. Comment ont-elles pu se mettre d'accord sans jamais communiquer? C'est ce qu'on appelle le problème de l'horizon. Et c'est l'un des problèmes que l'inflation cosmique a été conçue pour résoudre. Si tout l'univers observable provient d'une région minuscule qui avait le temps d'atteindre l'équilibre thermique avant d'être étirée à des dimensions cosmiques, alors cette uniformité étrange devient compréhensible. Elle est un vestige d'un passé où tout était en contact. Le fond diffus cosmologique est donc à la fois la plus ancienne image que nous puissions voir, et l'indice qui pousse les théoriciens à supposer qu'il y a eu, encore avant, une phase d'inflation extraordinaire. C'est une signature de quelque chose qui s'est passé bien avant que la lumière ne s'échappe. Le fond diffus parle d'une mémoire plus ancienne que lui-même. C'est la photographie de bébé de l'univers. La toute première image que nous ayons de notre origine cosmique. Et c'est une image extraordinairement uniforme. La température varie d'à peine quelques centièmes de millième de degré d'un point à un autre du ciel. Les minuscules fluctuations qui existent, ces minuscules grumeaux dans la soupe primordiale, correspondent aux endroits où la matière était un tout petit peu plus dense. Ce sont ces grumeaux qui se sont effondrés sur eux-mêmes par gravité, des millions d'années plus tard, pour former les premières structures, les filaments, les galaxies, les amas, et tout ce que tu vois aujourd'hui. Toute la grande structure de l'univers actuel est inscrite dans cette image floue. Les détails des fluctuations du fond diffus contiennent toute l'histoire de ce qui allait advenir. Comme une partition. Tu prends un moment, simplement, pour rester sous ce rayonnement, pour le ressentir. C'est le mur le plus ancien que ton regard peut atteindre. Au-delà, l'univers était opaque. La lumière ne pouvait pas s'échapper. Mais ton voyage ne s'arrête pas là. Tu vas franchir ce mur. Pas en lumière, ça, c'est impossible. Mais en pensée. Tu vas continuer à remonter en t'appuyant sur ce que les équations nous racontent. Sur ce que la physique nous permet de reconstituer. L'air entre. L'air ressort. Tu remontes au-delà du mur. Tu te trouves maintenant dans l'univers d'avant la recombinaison. 300 000 ans après le Big Bang. 200 000. Saint Mill. C'est un plasma dense et chaud, qui brille en blanc. La température est de plusieurs milliers de degrés. Les électrons sont libres, les protons sont libres, les noyaux d'hélium tournent dans la soupe sans pouvoir capturer encore d'électrons. L'univers est tel un intérieur d'étoiles, à très grande échelle. Tu remontes encore. 10 000 ans après le Big Bang. À cette époque, l'univers entier est rempli d'un mélange de matière et de rayonnement, et c'est le rayonnement qui domine, sa densité d'énergie est supérieure à celle de la matière. L'univers est en quelque sorte une mer de photons dans laquelle dérivent les noyaux atomiques. C'est l'époque dite dominée par le rayonnement. 1000 ans après le Big Bang. 100 ans. 10 ans. Tu poursuis stare monti. Une année après le Big Bang, la température est de l'ordre de quelques millions de degrés. L'univers est plus chaud que l'intérieur d'une étoile. Tu te trouves dans une fournaise primordiale, dense, lumineuse, en expansion. 1 heure après le Big Bang. 10 minutes après. 3 minutes après le Big Bang. Tu arrives dans une zone célèbre. C'est la fenêtre de la nucléosynthèse primordiale. Entre 1 seconde et environ 20 minutes après le commencement, dans cet univers chaud et dense, les protons et les neutrons libres ont commencé à fusionner pour former les premiers noyaux atomiques. Des deutériums, un proton et un neutron.
des hélium 3, 2 protons et un neutron, des hélium 4, 2 protons et 2 neutrons, des traces de lithium et de beryllium. La fenêtre s'est refermée vite. Au-delà de 20 minutes, l'univers s'était trop dilaté et trop refroidi pour que les fusions continuent. L'inventaire final était fixé. Environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, et des traces infimes des éléments suivants. Cette proportion observée aujourd'hui dans les nuages de gaz primordiaux les plus anciens, par exemple ceux qui n'ont jamais été enrichis par les explosions de supernovas, colle de manière étonnamment précise avec ce que prédit la théorie. C'est l'une des plus belles confirmations du modèle du Big Bang. La nucléosynthèse primordiale est un test que la cosmologie passe avec brio depuis plus d'un demi-siècle. Tu remontes au-delà. Une seconde après le Big Bang. L'univers a maintenant la température d'environ 10 milliards de degrés. Les protons et les neutrons ne sont pas encore liés. Ils flottent dans une soupe dense, qui contient aussi des photons en quantité énorme, des neutrinos, des électrons, des positrons. À cet instant, justement, les neutrinos se libèrent. L'univers est devenu suffisamment dilué pour que les neutrinos cessent d'interagir avec le reste de la matière. Ils commencent à voyager librement, exactement comme les photons le feront 380 000 ans plus tard avec le fond diffus cosmologique. Le rayonnement neutrino-cosmique existe lui aussi en ce moment même autour de toi, partout. Mais nous ne savons pas encore le détecter directement avec nos instruments. Il est trop ténu, trop discret. C'est un témoignage caché, encore inaccessible, du tout premier univers. Tu remontes encore. 1/10 de seconde après le Big Bang. 1/100, 1/1000. L'univers est de plus en plus chaud. 100 milliards de degrés. 1000 milliards. À ces énergies, la matière elle-même change de nature. Les protons et les neutrons ne sont plus stables comme tels, ils se décomposent en leurs particules constituantes. Les quarks, qui d'habitude restent enfermés dans les protons et les neutrons par la force nucléaire forte, deviennent libres. L'univers est un plasma de quarks et de gluons, un état de la matière qu'on appelle le plasma quark-gluon, et qu'on a reproduit brièvement en laboratoire dans des collisionneurs de particules au CERN et à Brookhaven. À cette époque, tu es donc baigné dans une mer chaude de quarks libres, d'antiquarks libres, de gluons, de photons, de leptons. Tout est mélangé. Tout est lumineux. Tout grouille à des énergies que nos accélérateurs les plus puissants ne reproduisent que partiellement. 1 microseconde après le Big Bang. Tu approches d'une nouvelle frontière. La frontière entre l'univers que nous savons reproduire en laboratoire et l'univers qu'on ne peut plus que reconstituer par calcul. À environ 10 puissance moins 6 secondes, 1/1000 de seconde après le commencement, la température est de l'ordre de 1000 milliards de degrés. C'est le seuil au-dessus duquel les quarks ne peuvent plus se lier en protons et neutrons. Au-dessous, ils se confinent. C'est ce qu'on appelle la transition de confinement, ou parfois la transition QCD, pour chromodynamique quantique. Tu franchis cette transition à l'envers. Les protons et neutrons se dissolvent en quarks libres autour de toi. L'univers devient plus chaud encore. 10 puissance moins 9 secondes. Une nanoseconde après le Big Bang. Tu remontes plus haut encore. 10 puissance moins 12 secondes, 1 picoseconde. Tu atteins l'air électrofaible. À cette énergie, qui correspond à environ 100 gigaélectronvolts par particule, la force électromagnétique et la force nucléaire faible se confondent en une seule force unifiée, la force électrofaible. Au-dessus de ce seuil, ces deux forces ne sont plus distinctes, elles ne sont qu'une seule manifestation d'une symétrie plus profonde. Au-dessous, la symétrie se brise, et les deux forces se séparent en deux entités distinctes que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans cette ère électrofaible que le mécanisme de Higgs entre en action. À cette énergie précise, le champ de Higgs prend une valeur non nulle dans tout l'univers. Cette valeur non nulle donne leur masse à toutes les particules qui interagissent avec lui, les quarks, les électrons, les bosons W et Z. Sans cette transition de phase du champ de Higgs, aucune particule n'aurait de masse, et l'univers serait peuplé uniquement de particules sans masse voyageant à la vitesse de la lumière. Il n'y aurait pas de structure stable. Il n'y aurait pas d'atomes. Il n'y aurait pas de toi. Le boson de Higgs lui-même, ce quantum du champ qui donne sa masse à la matière, a été observé pour la première fois en 2012, au CERN,
dans le Grand Collisionneur d'Hadron. Une découverte qui a valu le prix Nobel 2013 à François Anglais et Peter Higgs, qui avaient prédit théoriquement son existence un demi-siècle plus tôt. Tu remontes au-delà de cette transition. 10 puissance moins 36 secondes. Tu atteins maintenant une zone théorique. C'est l'ère de grande unification, telle qu'on l'appelle. À cette énergie, 10 puissance 15 à 10 puissance 16 gigaélectronvolts, les théoriciens supposent qu'une autre unification se produit. La force électrofaible et la force nucléaire forte se confondraient, dans certains modèles, en une seule grande force unifiée. C'est ce qu'on appelle la grande unification, ou GUT, pour Grand Unifié Théorie. Plusieurs versions de cette théorie ont été proposées depuis les années 1970, par Howard Georgi et Sheldon Glashow, puis par d'autres. Aucune n'a été confirmée expérimentalement. Les énergies en jeu sont si extrêmes, 15 ordres de grandeur au-dessus de ce que nos accélérateurs atteignent, qu'aucune expérience directe ne peut ester ces théories. On cherche des signatures indirectes, la désintégration éventuelle du proton, par exemple, qui serait une prédiction de certaines GUT, mais aucune n'a été observée à ce jour. Le proton est étonnamment stable. Donc tu te trouves ici, à l'ère de grande unification, dans une zone que la théorie reconstruit mais que personne n'a jamais vue. L'univers est extraordinairement dense, extraordinairement chaud, et toutes les forces fondamentales que nous connaissons, sauf la gravité, y forment une seule entité. C'est une époque d'unité presque parfaite. Tu remontes au-delà encore. 10 puissance moins 36 secondes. 10 puissance moins 40. Tu approches d'une frontière qui est encore plus enfouie dans le passé cosmique. À très peu de distance avant le commencement, il y a eu un événement très étrange. Très bref. Très radical. Tu approches de la fin de l'inflation. L'inflation. C'est une hypothèse théorique proposée en 1980 par Alan Guth, un physicien américain, et raffinée ensuite par Andrei Linde, Andreas Albrecht, Paul Steinhardt, Alexei Starobinsky et bien d'autres. L'idée est aussi simple qu'elle est vertigineuse. Pendant une fraction de seconde, l'univers très jeune se serait dilaté à une vitesse exponentielle. En l'espace d'environ 10 puissance moins 32 secondes, un 100 millième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde, il aurait grandi d'un facteur d'au moins 10 puissance 26. C'est-à-dire qu'un volume de la taille d'un atome serait devenu de la taille d'un système stellaire entier, en une fraction de seconde inimaginable. Cette inflation cosmique résout plusieurs énigmes du modèle du Big Bang classique. Elle explique pourquoi l'univers à grande échelle est si uniforme dans toutes les directions. Toute la portion observable de l'univers actuel proviendrait d'une région minuscule qui avait le temps d'atteindre l'équilibre thermique avant d'être étirée à des dimensions cosmiques. Elle explique pourquoi l'univers est presque parfaitement plat géométriquement. L'inflation aplatit toute courbure initiale comme on lisserait un ballon en le gonflant. Et elle prédit aussi les minuscules fluctuations de densité qui ont donné naissance aux galaxies. Ces fluctuations seraient l'amplification cosmique de fluctuations quantiques microscopiques préexistantes au moment de l'inflation. Toutes ces prédictions ont été testées avec une précision croissante par les observations du fond diffus cosmologique. Et toutes, jusqu'à présent, sont cohérentes avec ce que prévoit la théorie inflationniste, du moins dans ses grandes lignes. Tu te trouves donc juste à la fin de l'inflation. L'univers vient d'achever sa phase d'expansion exponentielle. Toute l'énergie qui pilotait cette inflation se transforme maintenant en particules de matière et de rayonnement. C'est ce qu'on appelle le préchauffage cosmique, un instant où l'univers chauffe brutalement et passe d'un état presque vide d'énergie thermique à un état rempli de particules à très haute énergie. Tu remontes au-delà. Tu es maintenant pendant l'inflation elle-même. 10 puissance moins 36 secondes après le commencement. Pendant cette ère, à peu près tous les concepts d'évolution thermique habituels sont chamboulés. L'univers se dilate si vite que la matière y est diluée à chaque instant. La densité d'énergie est dominée par un champ scalaire, qu'on appelle l'inflaton, dont l'énergie potentielle pilote l'expansion exponentielle. Cet inflaton est une hypothèse théorique, on n'a jamais observé directement le champ correspondant. Plusieurs candidats existent, dans diverses variantes de la théorie. Le champ de Higgs lui-même a été proposé comme candidat possible dans certains modèles. D'autres modèles invoquent des champs nouveaux, encore inconnus. Tu remontes au début de l'inflation. 10 puissance moins 40 secondes après le commencement, peut-être un peu moins.
Tu atteins l'instant où l'inflation a commencé. Et là, ton voyage devient bien plus incertain. Avant l'inflation, on ne sait plus vraiment ce qui se passait. Les théories actuelles esquissent plusieurs possibilités. Mais elles sont spéculatives. Elles s'appuient sur des cadres théoriques, la gravité quantique à boucle, la théorie des cordes, la cosmologie quantique, qui n'ont pas encore reçu de confirmation expérimentale directe. Tu te tiens à la frontière du connu. Tu remontes plus haut, prudemment. L'univers continue à se densifier et à chauffer dans ta remontée. La température approche maintenant l'énergie de Planck, 10 puissance 19 gigaélectronvolts. La densité approche la densité de Planck, environ 10 puissance 93 grammes par centimètre cube. Une masse colossale concentrée dans un volume infinitésimal. Tu approches du mur de Planck. 10 puissance moins 43 secondes. C'est le temps de Planck. C'est le temps en deçà duquel la physique telle que nous la connaissons ne sait plus rien dire. À cet instant, l'univers aurait une taille de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, la longueur de Planck. C'est environ 20 ordres de grandeur plus petit qu'un proton. Une dimension si minuscule qu'à cette échelle, les fluctuations quantiques de la géométrie de l'espace-temps deviennent du même ordre que la géométrie elle-même. L'espace et le temps cessent d'être des concepts continus. Ils se mettent à pétiller, à mousser, à devenir incertains. C'est ce que les physiciens appellent la mousse de l'espace-temps. À cette échelle, la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme une géométrie courbe, et la mécanique quantique, qui décrit le comportement des particules à très petite échelle, entrent en conflit ouvert. Elles ne sont plus compatibles. Aucune théorie connue ne sait décrire la matière et la gravité simultanément à cette échelle. Il faudrait une théorie de la gravité quantique. Et cette théorie n'existe pas encore sous forme consensuelle. Il existe plusieurs candidats, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, les triangulations dynamiques causales, l'asymptotique safety, et d'autres. Aucune n'a encore reçu de confirmation expérimentale. Tu te tiens devant le mur de Planck. Tu ne peux pas le franchir avec les équations actuelles. Tu peux seulement le regarder. Et écouter le silence. Pour situer l'étrangeté de cette frontière, prends un moment. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Une seconde divisée par 1000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. C'est une durée si brève que les rapports d'échelle deviennent vertigineux. Le temps qu'il faut à la lumière pour traverser un atome d'hydrogène, soit environ 10 puissance moins 19 secondes, est déjà 1000 milliards de fois plus long que le temps de Planck. Le clignement d'un œil humain, à environ 2 dixièmes de seconde, est 10 puissance 42 fois plus long. Toute l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, à environ 10 puissance 17 secondes, est 10 puissance 60 fois plus longue. Le mur de Planck est en quelque sorte un mur de petitesse extrême. Et l'énergie de Planck, c'est 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Une énergie par particule colossale. Si nos accélérateurs actuels atteignent environ 10 000 gigaélectronvolts par particule, c'est le cas du grand collisionneur d'hadrons au CERN, autour de Genève, il leur manque 15 ordres de grandeur pour atteindre l'énergie de Planck. Atteindre une telle énergie nécessiterait un accélérateur de la taille d'une galaxie. Aucune expérience humaine ne pourra jamais y arriver directement. C'est pour cela que la cosmologie, et pour la frontière de Planck, dépendante des cohérences théoriques plutôt que des observations directes. C'est ce qui rend les modèles spéculatifs. Et c'est ce qui rend humble la communauté scientifique devant ces questions. L'air entre. L'air ressort. C'est ici que la cosmologie scientifique laisse place à la spéculation prudente. Pas à n'importe quelle spéculation. Pas à des récits gratuits. Aux spéculations encadrées par les théories candidates de la gravité quantique. Aux modèles mathématiquement cohérents, mais que les expériences ne peuvent pas encore départager. Tu vas écouter quelques-unes de ces voix. La première voix est celle d'Augustin d'Hippone, philosophe et théologien du IVe siècle. Lui n'était pas physicien. Mais il a posé, il y a plus de 1600 ans, une question qui résonne encore. Quand on lui demandait ce que Dieu faisait avant de créer le monde, il répondait que la question elle-même n'avait pas de sens. Parce que le temps a été créé en même temps que le monde. Il n'y a pas de avant, parce qu'il n'y avait pas encore de temps pour qu'un avant existe. Cette intuition philosophique très ancienne a été reprise, sous une forme scientifique,
par Stephen Hawking dans les années 1980. Hawking aimait dire que demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est comme demander ce qu'il y a au sud du pôle sud. Le pôle sud est l'endroit le plus au sud qui existe. Il n'y a pas de plus au sud, non pas parce que c'est interdit, mais parce que le concept lui-même perd son sens. Et de la même manière, peut-être, le Big Bang serait l'endroit le plus tôt qui existe, et le concept des avant perdrait simplement son sens à cette frontière. Cette idée s'inscrit dans une proposition que Hawking a faite avec James Hartle en 1983, la proposition de l'absence de frontières. Dans leur modèle, en remontant le temps vers le Big Bang, le temps lui-même cesse progressivement d'être une dimension distincte et se confond avec l'espace. L'univers naissant n'a pas eu de premier instant, il a simplement une condition initiale géométriquement lisse, sans frontières au sens classique. C'est une vision belle et apaisante. Le temps n'aurait pas commencé brutalement. Il aurait simplement émergé en douceur d'une géométrie sans temps. Mais ce n'est qu'une voie. Une deuxième voie vient d'Andrei Lind, le cosmologiste russe qui a contribué à formuler la théorie de l'inflation. Lind a développé, dans les années 1980, une variante appelée l'inflation chaotique, puis l'inflation éternelle. Selon ce modèle, l'inflation ne se serait pas arrêtée partout en même temps. Elle continuerait, en ce moment même, dans certaines régions très lointaines de l'espace que nous ne pouvons pas voir. Et de cette inflation continue émergeraient sans cesse de nouveaux univers, des bulles d'espace-temps qui se détacheraient du fond inflationnaire et qui chacune se développeraient selon leurs propres lois physiques. Dans cette vision, notre univers serait une bulle parmi un nombre incalculable d'autres. Le multivers, comme on l'appelle. Une mer infinie d'univers, chacun avec ses propres conditions initiales, ses propres constantes physiques, ses propres histoires. Si cette vision est correcte, alors la question qu'y avait-il avant notre Big Bang devient une question singulière. Il n'y avait pas un avant unique. Il y a, un fond inflationnaire éternel d'où émergent en permanence de nouveaux univers comme le nôtre. Notre Big Bang serait l'apparition d'une bulle locale au sein de cette mer plus vaste. C'est une vision vertigineuse. Elle a été défendue, sous diverses formes, par Lind, par Alexander Vilenkin, par Max Tegmark, par d'autres. Elle reste spéculative, aucune observation directe ne confirme l'existence des autres bulles, et peut-être aucune observation directe ne pourra jamais les confirmer, parce qu'elles sont par construction au-delà de notre horizon causal. Mais c'est une voie. Une troisième voie vient de Roger Penrose, mathématicien britannique, l'un des plus grands théoriciens de la relativité générale du XXe siècle. Penrose a proposé en 2005 un modèle qu'il appelle la cosmologie cyclique conforme, ou CCC. Dans ce modèle, l'univers passerait par des éons successifs. Chaque éon commence par un Big Bang et se termine par une expansion infinie où il ne reste presque plus rien, juste du rayonnement extrêmement dilué dans un espace presque vide. Et cet état final, dans lequel la masse a presque disparu et le temps perd sa signification, serait géométriquement équivalent, par une transformation mathématique appelée transformation conforme, à un nouveau Big Bang. La fin d'un éon serait le commencement de l'éon suivant. Cela voudrait dire que notre univers est l'un d'une chaîne infinie de cycles. Le Big Bang que nous appelons l'origine ne serait que le démarrage de notre éon présent. Avant lui, il y aurait eu un éon précédent, et avant celui-là un autre encore, et ainsi de suite sans commencement véritable. Penrose pense même avoir identifié, dans les données du fond diffus cosmologique, certains motifs concentriques qui seraient des signatures de collision de trous noirs supermassifs dans l'éon précédent, des cercles dans le ciel. Cette interprétation est très controversée parmi les cosmologistes, et la plupart des spécialistes du fond diffus ne la trouvent pas convaincante. Mais Penrose maintient sa proposition. Une autre voie encore est celle de la gravité quantique à boucle. Carlo Rovelli, Lise Molinet, Abe Ashtekar et d'autres ont développé depuis les années 1990 une approche théorique de la gravité où l'espace lui-même serait discrétisé, composé de minuscules briques quantiques de la taille de Planck, reliées entre elles en réseau dynamique. Dans ce cadre, la singularité du Big Bang, ce point de densité infinie prédit par la relativité générale classique, disparaîtrait. À sa place, on aurait un rebond. L'univers, en remontant le temps, n'arriverait pas à un point de densité infini. Il rencontrerait plutôt un état de densité maximale fini, puis rebondirait,
l'univers actuel proviendrait d'un univers précédent qui s'était effondré sur lui-même, et qui aurait rebondi à l'échelle de Planck pour redonner naissance à notre expansion actuelle. C'est ce qu'on appelle le Big Bounce. Le grand rebond. Cette idée est apaisante par certains côtés. Elle remplace une singularité, un point où les lois de la physique cessent de fonctionner, par une transition douce entre deux phases de l'univers. Pas de commencement absolu. Pas de mur infranchissable. Une oscillation cosmique entre contraction et expansion, sans fin et sans début. Une voie encore est celle de la théorie des cordes, qui depuis les années 1984 a tenté de proposer un cadre unifié pour la gravité et les autres forces fondamentales. Dans ce cadre, les particules élémentaires ne sont pas des points sans dimension, mais des cordes vibrantes microscopiques, dont les différents modes de vibration correspondent aux différentes particules observées. Cette théorie exige, pour être mathématiquement cohérente, l'existence de dimensions supplémentaires, typiquement 10 ou 11 au total, dont 6 ou 7 seraient enroulées sur elles-mêmes à des échelles microscopiques, invisibles à nos expériences. La théorie des cordes a donné naissance à plusieurs scénarios cosmologiques. Et il y a aussi les modèles ekpyrotiques et cycliques de Paul Steinhardt et Neil Turok, basés sur la théorie des cordes. Dans ces modèles, notre univers serait une brane, qui flotterait dans un espace de plus haute dimension. Périodiquement, notre brane entrerait en collision avec une autre brane voisine, et cette collision déclencherait ce qui nous apparaît comme un Big Bang. Entre deux collisions, les deux branes se rapprochent et s'éloignent en douceur dans la 5e dimension. Là encore, l'idée d'un commencement absolu disparaît. Notre Big Bang serait simplement le dernier d'une série de collisions périodiques entre branes. Il y a enfin la question, plus subtile encore, de savoir si notre univers est fini ou infini en étendue spatiale. Les meilleures mesures actuelles, par le satellite Planck, indiquent que la géométrie globale de l'univers est plate à moins de 0,1% près. Cela voudrait dire que les angles d'un triangle suffisamment grand y feraient bien 180 degrés, comme dans la géométrie euclidienne qu'on apprend à l'école. Si cette platitude est exacte, l'univers pourrait être spatialement infini, s'étendre sans fin dans toutes les directions. Mais on ne peut pas exclure complètement une légère courbure positive qui rendrait l'univers fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère à 3 dimensions, ou même une courbure négative qui rendrait l'univers ouvert et hyperbolique. La précision de nos mesures ne tranche pas encore définitivement. Si l'univers est spatialement infini, alors l'image que tu te fais d'une bulle cosmologique qui aurait commencé en un point doit être révisée. Le Big Bang ne se serait pas produit en un endroit particulier de l'espace, il se serait produit partout, simultanément, dans un espace déjà infini, qui se serait simplement dilaté à partir d'une densité initiale très élevée. L'expansion ne se produit pas dans un espace plus grand. Elle est l'expansion de l'espace lui-même. Cette distinction est subtile, et elle reste source de confusion dans les vulgarisations naïves. Le Big Bang n'a pas eu lieu en un point. Le centre de l'univers, si tu le cherches, c'est toi, ou n'importe quel autre observateur. Chaque point de l'espace est de son propre point de vue, le centre de l'univers observable qui l'entoure. Et chaque point voit les galaxies lointaines s'éloigner de lui. C'est cohérent avec une expansion uniforme de l'espace lui-même, sans centre privilégié. Tu existes donc au centre de ton propre univers observable, et tu n'es pas plus privilégié qu'un autre point. C'est un sentiment doux. C'est une démocratie cosmique parfaite. Tu écoutes ces voix. Tu ne sais pas laquelle a raison. Personne ne le sait. Peut-être qu'aucune n'a raison, et que la vérité, si tant est qu'on puisse l'atteindre, sera dans une théorie que personne n'a encore formulée. C'est ce qui est doux dans ce voyage. Tu n'es pas obligé de trancher. Tu peux simplement écouter ces hypothèses, en savoir qu'elles existent, en mesurer la précision et l'humilité. Tu peux tenir devant le mur de Planck et regarder vers ce qu'il y a peut-être derrière, sans avoir à choisir. L'air entre. L'air ressort. Encore une fois. Tu réalises, dans cette pénombre cosmique, plusieurs choses à la fois. La première, c'est que le vide n'est pas vraiment vide. Même aujourd'hui, même ici, dans la pièce où tu dors, ce qui semble être du vide est en réalité un état physique très particulier, l'état d'énergie le plus bas du système qu'on appelle le champ quantique. Et cet état d'énergie le plus bas n'est pas l'absence totale d'énergie.
C'est un état où des fluctuations quantiques font apparaître et disparaître en permanence des paires de particules virtuelles, des particules et leurs antiparticules, qui surgissent en empruntant brièvement de l'énergie au vide, et qui s'annihilent presque immédiatement. C'est ce qu'on appelle l'énergie du point zéro du vide quantique. Cette énergie n'est pas une spéculation. Elle a été vérifiée expérimentalement par l'effet Casimir, prédit par le physicien hollandais Hendrik Casimir en 1948, et observé pour la première fois en 1948 également. Quand on rapproche deux plaques métalliques parallèles dans le vide, certaines longueurs d'onde de fluctuations virtuelles ne peuvent plus exister entre les plaques. La pression du vide qui les pousse depuis l'extérieur devient supérieure à celle qui les pousse depuis l'intérieur. Les plaques sont attirées l'une vers l'autre. La force qui les attire est minuscule mais mesurable. Et elle prouve que le vide n'est pas du néant, c'est un milieu actif, peuplé de fluctuations virtuelles. Cela veut dire que le rien dont parle la cosmologie classique, l'absence supposée d'univers avant le Big Bang, n'est pas un rien absolu. Au minimum, c'est un état du champ quantique. Et même dans son état le plus bas, ce champ quantique possède de l'énergie, des fluctuations, des potentialités. Certains cosmologistes, Alexander Vilenkin, par exemple, ont proposé que notre univers entier soit né d'une fluctuation quantique de ce type. Un effet tunnel quantique à partir du néant. Pas du néant absolu, mais du néant relatif, un état sans espace, sans temps, sans matière, mais avec les structures mathématiques sous-jacentes qui permettent à une fluctuation d'apparaître. Cette idée a été développée par Vilenkin dans les années 1980, et reste l'une des propositions sérieuses pour expliquer comment quelque chose peut émerger de presque rien sans violer les lois de la physique. Tu réalises, en écoutant ces voix, que les physiciens ont fait quelque chose d'extraordinaire au cours du dernier siècle. Ils ont déplacé le mystère. Ils ne l'ont pas dissous, mais ils ont rendu les questions plus précises. Là où autrefois on demandait simplement pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, on demande maintenant à quel point exact la géométrie de l'espace-temps cesse-t-elle d'être continue, à quelle énergie les forces fondamentales se confondent-elles, quelle est la structure mathématique qui permet à une fluctuation quantique d'engendrer un univers. Les questions ne sont pas plus faciles à répondre, mais elles sont plus précises, plus testables, du moins en principe, plus reliées au reste de la physique. Et c'est un progrès, même s'il ne donne pas de réponse définitive. Tu prends un moment. Tu te tiens à la lisière du connu. Devant toi, le mur de Planck. Derrière le mur, peut-être l'inflation éternelle, peut-être un rebond, peut-être des cycles, peut-être autre chose. Personne ne sait. Et derrière toi, c'est-à-dire, devant toi dans le sens normal du temps, toute l'histoire que tu viens de remonter. 13,8 milliards d'années qui se sont écoulées depuis cet instant initial. Une expansion qui s'est propagée. Une nucléosynthèse qui a fixé les proportions des éléments légers. Une recombinaison qui a libéré la lumière du fond diffus. Un âge sombre qui a précédé l'allumage des premières étoiles. Des étoiles qui ont fabriqué les éléments lourds et qui ont explosé en supernova. Des galaxies qui se sont formées. Une planète qui s'est condensée autour d'une étoile ordinaire dans un bras de la Voie lactée. Une vie qui a émergé à la surface de cette planète. Une espèce qui a regardé le ciel et qui a commencé à comprendre. Toute cette histoire. 13,8 milliards d'années. Pour aboutir à ce que tu es ce soir, un être conscient, sous une couverture, qui pense à l'origine de l'univers avant de s'endormir. Tu reprends en douceur ton chemin. Tu commences à redescendre le fil du temps. À retourner vers le présent. Tu repasses la fin de l'inflation. L'univers cesse son expansion exponentielle et entre dans son phase d'expansion classique. Les particules apparaissent, se thermalisent, peuplent l'univers en croissance. Tu repasses l'ère de grande unification. Les forces se séparent. La symétrie cosmique se brise en cascade. Chaque brisure laisse une marque dans l'univers en formation. Tu repasses la transition électrofaible. Le champ de Higgs s'allume. Les particules acquièrent leur masse. Tu repasses la transition de confinement. Les quarks se rassemblent en protons et en neutrons. La matière prend la forme stable qu'elle a aujourd'hui. Tu repasses la libération des neutrinos. Tu repasses la nucléosynthèse, l'hydrogène et l'hélium dans leurs proportions définitives. Tu repasses les 380 000 ans. Les premiers atomes neutres se forment.
Le brouillard cosmique se dissipe. La lumière s'échappe et commence son long voyage qui durera jusqu'à aujourd'hui. Tu repasses l'âge sombre. Les nuages d'hydrogène se condensent en douceur sous l'effet de la gravité. Les premiers grumeaux apparaissent. Tu repasses la naissance des premières étoiles. Population 3. Des étoiles massives, brûlant en quelques millions d'années, explosant en supernova, dispersant les éléments lourds qu'elles ont fabriqués. Tu repasses la formation des premières galaxies. La toile cosmique se dessine. Les amas et les superamas commencent à se structurer. Et puis tu approches de l'époque actuelle. Une planète bleue se forme à 1500 millions d'années avant aujourd'hui, dans le disque protoplanétaire d'une étoile ordinaire de troisième génération, une étoile assez riche en éléments lourds pour permettre la formation de planètes rocheuses. Cette étoile s'appelle le Soleil. Cette planète, c'est la Terre. Sur cette Terre, en quelques centaines de millions d'années après sa formation, des molécules organiques s'assemblent. Une membrane se referme autour d'une chimie capable de se reproduire. La vie commence. Pendant 3,5 milliards d'années, elle reste microscopique. Puis, il y a 600 millions d'années, elle se complexifie. Elle sort de l'eau. Elle colonise les continents. Elle développe des systèmes nerveux. Et il y a quelques centaines de milliers d'années, elle développe, chez une espèce particulière, sur une seule planète d'une galaxie ordinaire, la capacité de regarder le ciel et de se poser des questions. Tu reviens dans ton corps. Tu reviens dans ta chambre. Tu reviens dans ton lit. Tu es ici. La couverture sur tes épaules. L'oreiller sous ta tête. La nuit autour de toi. Et tu portes en toi, sans le savoir, des morceaux de toute cette histoire. L'hydrogène dans les molécules d'eau qui composent presque les 2/3 de ton corps a été fabriqué dans les 20 premières minutes après le Big Bang. Quand tu bois un verre d'eau, tu absorbes des atomes d'hydrogène qui existent depuis 13,8 milliards d'années. Ils ont voyagé depuis les premières fractions de seconde du temps cosmique jusqu'à ton verre, ce soir. Le carbone de tes cellules a été fabriqué dans le cœur d'étoiles massives, dispersées par leurs explosions en supernova, recyclées dans des nuages de gaz qui se sont condensés en planètes, intégrés dans des organismes vivants depuis 3,5 milliards d'années, et hérités de génération en génération jusqu'à toi. L'oxygène de tes poumons a la même origine stellaire. Le fer dans ton sang, celui-là même qui transporte l'oxygène à tes cellules, a été produit dans des étoiles plus massives encore, dans les ultimes minutes avant qu'elles n'explosent. Toutes ces particules ont été présentes au Big Bang sous forme de quarks confinés dans des protons et neutrons primordiaux. Toutes ont voyagé pendant 13 milliards d'années pour arriver dans ton corps cette nuit. Tu es une carte cosmique qui repose sur un matelas. L'air entre dans tes poumons. L'air ressort. Tu peux à présent te laisser glisser vers le sommeil. Tu n'as plus besoin de penser au mur de Planck. Tu n'as plus besoin de choisir entre l'inflation éternelle, le Big Bounce, ou la cosmologie cyclique. Toutes ces hypothèses peuvent coexister dans ta tête comme des silhouettes lointaines, sans qu'aucune n'ait besoin d'être tranchée ce soir. Ce qui demeure, c'est cette image très belle d'une histoire qui te dépasse. Une histoire qui n'a peut-être pas de commencement absolu. Une histoire qui pourrait être une bulle parmi d'innombrables autres. Une histoire qui pourrait être un cycle parmi d'innombrables cycles. Une histoire dont la frontière, à 10 puissance moins 43 secondes, reste un mystère respectueux qui résiste à nos équations actuelles. Et toi, dans cette histoire, tu es ce qui regarde. Tu es ce qui se demande, ce qui mesure, ce qui calcule, ce qui imagine. C'est presque inouï, quand tu penses. 13,8 milliards d'années de processus physiques, de chimie cosmique, de biologie évolutive, ont produit ce moment précis où une chose qui sait qu'elle existe regarde l'univers dont elle est faite, et essaie de comprendre comment tout cela a pu commencer. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui se soit jamais produite dans l'univers observable. Et tu en fais partie. L'air entre, calmement. L'air ressort, sans hâte. Tu réalises aussi que les questions sans réponse définitive ne sont pas une faiblesse de la connaissance. Elles sont une marque de son honnêteté. Une science qui prétendrait tout savoir serait suspecte. Une cosmologie qui dirait avec certitude ce qu'il y avait avant le Big Bang serait probablement en train de te mentir. Quand les théoriciens se taisent devant le mur de Planck, ce silence prudent est respectueux. C'est l'aveu calme qu'à un certain point,
les outils actuels cessent de couper. Et que c'est en perfectionnant ces outils, ou en inventant de nouveaux, qu'on pourra peut-être un jour voir un peu plus loin. Peut-être. Ou peut-être que les outils auront toujours des limites, et qu'il y aura toujours un mur, plus loin, derrière lequel le monde garde ses secrets. Cela ne t'empêche pas de dormir. Au contraire. Parce que tu n'as pas besoin de tout savoir pour exister. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour respirer. L'univers fonctionne sans demander ta permission. Il s'expand depuis 13,8 milliards d'années sans avoir besoin d'être complètement compris. Il continuera à s'expandre cette nuit, pendant que tu dormiras, à raison d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, la constante de Hubble actuelle, mesurée par diverses méthodes avec une incertitude de quelques pourcents. Toutes les galaxies que tu as vues dans ton voyage s'éloignent les unes des autres. Toutes les distances cosmiques s'allongent. Le fond diffus cosmologique se refroidit imperceptiblement chaque année. Le Soleil consomme son hydrogène à raison de 600 millions de tonnes par seconde. La Terre tourne sur elle-même à 1000 km à l'heure à nos latitudes. Et toi, sous la couverture, ton souffle entre et ressort, calme. L'air entre. L'air ressort. Tu retournes en pensée vers ton corps. Tu ressens le poids du matelas qui te soutient. Le tissu de la couette sur tes épaules. La douceur de l'oreiller. La chaleur de la pièce. Tu peux ressentir tes paupières qui sont fermées depuis un moment. Tu peux ressentir ta mâchoire qui s'est détendue. Tu peux ressentir tes épaules qui se sont abaissées. Tu peux ressentir ton dos qui s'enfonce un peu plus dans le matelas, sans hâte. Tu fais partie de cet univers en expansion. Tu es composé de particules nées dans les premières minutes après le Big Bang. Tu es porté par une planète qui tourne autour d'une étoile, et l'étoile autour d'une galaxie, et la galaxie qui se déplace dans le groupe local, et le groupe local dans l'Aniakea, et l'Aniakea dans la toile cosmique qui se dilate sans cesse. Tu es au point précis où cette dilatation cosmique rencontre un être qui se pose des questions à son sujet. Et c'est suffisant pour cette nuit. L'air entre, calme. L'air ressort, calme. Tu peux laisser les images de ton voyage s'estomper. Le mur de Planck, l'inflation, la nucléosynthèse, le fond diffus cosmologique, les bulles d'univers, les rebonds, les éons, tout cela peut maintenant se ranger en douceur dans un coin de ta mémoire. Tu pourras y revenir une autre nuit si tu le veux. Pour l'instant, tu peux les laisser partir. Tu peux laisser partir aussi les noms. Hoblu, Lemaitre, Hawking, Penrose, Linda, Gauth, Rovalee, Vilenkine, Penzias, Wilson, Smout, Messier. Toutes les personnes qui ont contribué à ce que tu sais ce soir. Tu n'as pas besoin de te rappeler de chacune. Leur travail est dans le monde, accumulé patiemment depuis un siècle, et il continue à porter sans toi. Tu peux laisser partir les chiffres aussi. 13,8 milliards. 380 000 ans. 10 puissance moins 43 secondes. 67 km par seconde par mégaparsec. Tous ces chiffres ont des sources, des références, des marges d'erreur, et ils continueront à exister demain quand tu rouvriras les yeux. Pour cette nuit, ils peuvent se reposer. Il ne reste plus que toi. Et le matelas. Et la couverture. Et la nuit. L'air entre par ton nez. L'air ressort par ta bouche. Encore une fois. Et la planète tourne sur elle-même, en douceur, sans hâte, à 1000 km à l'heure ici, 1600 à l'équateur. Elle tourne autour du Soleil à 107 000 km à l'heure. Le Soleil avec sa famille planétaire tourne autour du centre de la Voie lactée à 820 000 km à l'heure, en mettant 220 millions d'années pour faire un tour complet. La Voie lactée se rapproche d'Andromède à 110 km par seconde, et les deux galaxies fusionneront dans environ 4 milliards d'années en une seule galaxie elliptique géante qu'on a déjà baptisée l'Actomède. Tu ne sentiras rien de tout cela. Tu n'as jamais rien senti de tout cela. Et pourtant, ces mouvements t'emportent à tout instant. Tu es porté par une chorégraphie cosmique gigantesque. Et au cœur de cette chorégraphie, tu es au repos, sur un lit, sous une couverture, en train de glisser vers le sommeil. Cette absence de contradiction entre l'immense mouvement de l'univers et ton immobilité subjective est l'un des cadeaux les plus tendres de la physique. Tu peux te reposer parfaitement, sans inquiétude, pendant que tout autour de toi danse à des vitesses inimaginables. L'air entre, paisible. L'air ressort, paisible.
Tu peux ressentir l'apaisement qui s'installe en toi. La journée s'éloigne. Les pensées du soir se dissipent. Le voyage que tu viens de faire prend sa place parmi les autres voyages, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus humble. Tu sais maintenant qu'il y a un mur, à 13 milliards 800 millions d'années en arrière, derrière lequel personne ne voit clairement. Et tu sais aussi que ce mur ne te concerne pas directement ce soir. Tu peux poser à sa lisière sans avoir besoin de le franchir. Et il y a quelque chose de réconfortant dans ce mur. Il signifie que l'univers garde encore des secrets. Que le savoir humain n'a pas tout épuisé. Que demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, il y aura encore des questions à poser, des théories à construire, des observations à faire. L'aventure n'est pas finie. Elle est très loin d'être finie. Et toi, ce soir, tu peux dormir. Tu peux dormir en sachant que l'univers continuera à exister sans toi cette nuit. Il a 13 milliards 800 millions d'années derrière lui. Il sait s'occuper de lui-même. Tu peux relâcher la garde. Tu peux confier à la planète qui te porte, à l'étoile qui éclaire ton hémisphère opposé en ce moment, à la galaxie qui héberge ton étoile, à la toile cosmique qui héberge ta galaxie, à tout ce système qui fonctionne depuis bien avant la naissance, et qui continuera bien après ton dernier soupir. L'air entre. L'air ressort. Une dernière chose, peut-être. Tu existes. Cela paraît simple, dit comme ça. Mais cela ne l'est pas. Depuis 4 milliards et demi d'années, la Terre n'a presque jamais cessé d'évoluer. Depuis 3 milliards et demi, la vie ne s'est jamais éteinte sur sa surface. Depuis quelques centaines de milliers d'années, des êtres conscients y respirent. Et ce soir, parmi des milliards d'autres consciences disséminées sur cette planète et perdues dans le silence cosmique, il y a la tienne, qui repose en attendant le sommeil. Cela paraît minuscule. Cela l'est, à l'échelle cosmique. Mais cela paraît aussi extraordinaire. Que parmi toutes les configurations possibles de matière dans l'univers, quelques-unes parviennent à se replier sur elles-mêmes pour se demander d'où elles viennent. Cela reste l'un des phénomènes les plus mystérieux que la physique n'a pas encore expliqué. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ce soir. Tu n'as qu'à le vivre. Tranquillement. Sous la couverture. L'air entre, calmement. L'air ressort, calmement. Encore une fois. Laisse les dernières images du voyage s'évaporer dans la chaleur du lit. Laisse le mur de planque rester derrière toi, à sa juste place, pas dans ta nuit, mais dans le ciel des cosmologistes qui l'étudient à l'aide de leurs satellites et de leurs équations. Laisse aussi les autres voix s'éloigner. Linde, Penrose, Hawking, Hartle, Steinhardt, Turok, Rovelli. Toutes ces voix qui essaient de raconter ce qui est peut-être au-delà du commencement, laisse-les continuer leur travail sans toi. Elles seront encore là demain. Et toi, tu peux te confier au sommeil. Le sommeil est aussi un voyage. Plus court que celui que tu viens de faire en pensée, mais qui descend bien plus en profondeur. Tu vas y aller sans rien préparer. Sans avoir à choisir. Sans avoir à comprendre. Comme tu vas chaque nuit, comme la planète a vu d'innombrables espèces y aller, comme l'univers a vu d'innombrables consciences s'y plonger. L'air entre. L'air ressort. Et la planète, sous toi, tourne sur elle-même, et autour du Soleil, et autour du centre de la galaxie. Et l'univers, autour de la planète, continue à se dilater, à se refroidir, à fabriquer de nouvelles étoiles dans certaines régions, à éteindre d'anciennes étoiles dans d'autres. Et derrière le mur de Planck, peut-être, d'autres univers continuent à émerger d'un fond inflationnaire éternel, où se balancent en cycles éoniques, ou rebondissent dans des booms successifs. Personne ne sait. Personne ne sait depuis le début. Et ce soir, ce n'est pas grave. Tu peux dormir. Tu peux te laisser glisser, sans hâte, vers cet endroit où la conscience se replie un moment sur elle-même, pour se réparer, pour rêver, pour se reposer. L'air entre. L'air ressort. Et la nuit est là. Bonne nuit.